RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, grand écran, Roland Marotel. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh, I leaned back on my radio. Oh, oh, some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it. Bonjour et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma, l'émission qui parle Bowie. Non, en fait, pas que. En fait, oui, j'ai repris Bowie. Oui, parce qu'on aime bien Bowie. Mais bien sûr qu'on aime bien Voilà. Bowie. Ouais, Bien ça Bowie, va toi, aussi, là-bas oui, mais j'aime bien Bowie. Et C'est Franck qui Gastambide. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ce mec. La gratuité. Oui, bah d'ailleurs, bisous à Thomas Gijol qui se fait casser la gueule avec son film Black Ninja, là, ou Black Snake Ninja, je sais plus lequel. Black Snake. J'ai Ouais. découvert l'existence de ce film à Paris. J'en avais jamais entendu parler. Ah bon, Et il y sort avait un film Ouais, Ah, je ne savais il y a pas. des grandes affiches, Black Snake. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ça Il se prend des critiques à se pisser dessus. Je ne sais, d'accord. Bah, Mais c'est le mec qui a pas encore compris que la Blaxploitation était mort depuis un moment, quoi. Tu Non, vois. mais il a surtout compris qu'en fait, être comédien de stand-up, c'est pas être comédien tout court. Du Oh, coup, je vois on va pas de donc quoi tu parles. continuer notre cycle sur la conquête spatiale, sans transition, bien évidemment. Donc, la semaine dernière, on avait commencé. Salut Antoine, Salut. 8e merveille du monde, comment tu vas? Bah, très bien, écoute. On Bah, va ça pouvoir va, ça va. continuer tout ce qu'on a dit la semaine dernière. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, on va Très continuer bien. ce qu'on a commencé la semaine dernière ensemble, tous les deux. Mais on a avec moi Sébastien. Vous dites si je suis de trop. Hein. Je vous laisse Non, être amoureux, hein, les gars. Y a pas de Non, Non, mais non. assieds-toi là. Fais pas trop de bruit, mais tu peux rester là. On peut C'est faire un gentil. threesome culturel, il n'y a pas de souci. Un threesome à fond, à fond. Pourra mettre des perruques Écoute, comme dessus. on me l'a jamais proposé, je vais te dire oui. Oh Voilà. Bah, tu te mettras au milieu. Ouais, Donc, T'aimes du bien coup- porter des perruques C'est bien. On va J'ai bien appris ça à la Maison Blanche. Non, il faut aussi mettre du talc orange pour aller à la Maison Blanche. Du coup, pour donc continuer sur notre conquête spatiale, donc on était revenu la semaine dernière sur le côté un peu plus historique de l'histoire de la conquête spatiale. Donc on avait vraiment revenu sur le conflit idéologique entre la Russie, enfin l'URSS et les États-Unis, qui a amené donc notamment l'arrivée des premiers satellites en orbite dans l'espace, les premiers hommes envoyés dans l'espace, donc notamment Yuri Gagarin, ou aussi Leonov, le premier homme sorti extravéhiculaire dans l'espace. Absolument. Bien évidemment, on avait donc continué avec le fameux Neil Armstrong qui a donc posé des petites Qui jouait patounes. de la trompette Oui, bien à évidemment. vélo sur la Lune. Exactement. 3 pour le prix d'un. Donc avec ces Vraiment petites fort. patounes posées sur la Lune, donc du coup. Et on s'était plutôt plus ou moins arrêté là-dessus. Donc on a expliqué après que la conquête spatiale avait un peu perdu de son ampleur des années après, forcément.
parce que ça coûte cher. Très Les Russes, cher. les Bon, Russes on, sont on pas pu estime suivre. aujourd'hui, ça aurait coûté aujourd'hui à peu près 100 milliards de dollars. Ouais, je crois. On se plaint Voilà. du coût de l'essence, finalement. Oui. Bon, n'oublions pas que la guerre en Irak, c'est 2500 milliards, Ouais. mais ça aurait pu aller 25 fois sur la Lune, les mecs, mais c'est pas grave. Écoute, l'essence, c'est comme les gilets jaunes, ça va. Du Ils ont coup, envoyé 25 fois des Irakiens sur la Lune. Réfléchis-y. voilà. Non, mais ils ont pas tout Et compris. les combien, États-Unis combien encore. d'allers-retours on aurait fait avec Saddam Hussein sur la Lune, hein? Une transition, vite, Voilà. vite. Eh ben, en termes de transition après Saddam Hussein, il y a Mars. Donc, on va revenir donc sur la suite. Et là, on va forcément, au lieu de passer dans la hard science, on va plutôt passer dans la hard fiction. On va passer donc sur le côté science-fiction assez proche de notre idéologie, enfin de notre science même, je dirais même. On imagine beaucoup notre futur, notamment la conquête sur Mars. D'ailleurs, c'était l'une des idées de George W. Bush de relancer en fait le programme spatial durant son mandat, notamment le programme Constellation Absolument. qu'il voulait faire, donc c'est-à-dire lancer une base lunaire afin de faire une transition pour pouvoir partir sur Mars juste après. Ce qui en soi n'est pas foncièrement stupide. Absolument pas. mais- Bah d'ailleurs, c'est Ça pas lui, coûte cher. c'est pas lui qui a pensé. Hein. Oui, Je voilà, pense il y a que pas c'est pas lui qui a beaucoup écrit que le ça. programme. Ce qui prouve que l'idée vient pas de lui déjà de base. Voilà, de base, il n'y a pas de lui, il vient de la NASA forcément. Mais oui, le programme coûtait trop cher et a été coupé donc par le programme Obama. Du coup, Sacré programme, Obama. oui, il y a rien d'autre en fait. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça le programme Obama, c'est Obama donc a coupé le programme. Voilà. Donc Mars finalement est surtout vu en fait comme une ressource minière finalement dans la plupart des films. Bah oui, pourquoi Mars? Et pourquoi Mars Et déjà pourquoi Mars? Et Parce pourquoi qu'on pas peut- la Terre? Et si on allait d'abord sur Voyage, la Terre avant d'aller ouais. sur Mars? Voyage au centre de la Terre, oui, forcément. Exactement. C'est Un vrai. magnifique film avec Checky Cario qui est très pourri d'ailleurs. Oh là. Mais il faut quand même... Ouais, non, mais t'as raison. Hein. Pardon, vas-y Antoine, pourquoi Mars? Oui, pourquoi oui, Mars pourquoi? Parce qu'il faut quand même dire qu'on connaît mieux Mars que simplement les fonds sous-marins. Oui. Qu'on est allé... le trou, on a creusé un trou, les Russes ont creusé un trou dans la Terre. Ils n'ont jamais réussi à dépasser 12 km de profondeur. Mhm. Et on a réussi à envoyer des fusées sur Mars et tout. Mm. Mais c'est quand même assez incroyable de voir qu'on n'est pas capable de creuser la surface de notre propre planète, mais qu'on est quand même capable de se projeter à C'est- des centaines de millions de C'est kilomètres. quand de pas une chez nous. invitation à se casser de la planète Terre, ça. Et quand on Voilà. y pense, c'est peut-être pas plus mal quand même de pas creuser un trou en plein milieu de la Terre. Enfin, je sais pas. On est capable d'aller polluer jusque-là, crois-moi. Voilà, on en oui, est capable. Je sais, oui. Mais du coup, oui, Mars a toujours été un peu cet objet de fantasme parce que finalement, Mars aussi, on avait déjà remarqué des années, grâce notamment au satellite Hubble, qu'il y avait possiblement de la glace sur Mars et tout. Donc Oui, c'était parce que un Mars, gros objet de fantasme. Évidemment, gros Contrairement- sujet de fantasme. N'oublions pas contrairement à Mars, Vénus, par dieu exemple. de la guerre. Oui, Dieu voilà. de la guerre, contrairement à Vénus, déesse de l'amour. Enfin, il est à d'autres choses, évidemment. Mais Mars a toujours été la planète rouge, donc rouge sang, donc le dieu de la guerre. Mars était tout désigné. Et surtout, on s'est très vite rendu compte, notamment à partir des années, de la fin du 19e, que déjà Vénus a une atmosphère beaucoup trop ténue pour qu'on voit quoi que ce soit de sa surface. Oui. Du coup, ça a moins intéressé les astronomes qui, au contraire, pouvaient très bien voir la surface de Mars. Et il faisait Et- très chaud aussi sur Vénus. Et puis, On l'a su plus tard, mais oui, de toute façon, c'est la planète la plus chaude du système solaire. Oui. Vénus, 480 degrés en Voilà. moyenne. C'est pas mal. C'est plus que ton four, si tu veux savoir. Merci. Merci, Ouais, non, je l'auditeur. suivais pas du tout. Et Non, mais je ouais, dis ça ouais. pour l'auditeur lambda qui est peut-être pas forcément au courant. Ah, mais même moi, hein. Là, Ah je, viens ouais je viens de me mettre à la place de mon poulet, c'est super. Mec. Voilà, Ouais, j'ai bah, vraiment au compris. maximum, sur Mars fait 2 fois plus chaud qu'au maximum de ton four. Ouais, tu me remercieras à la fin de l'émission. Je m'arrête 5 minutes pour calculer, vas-y, continue. Et du coup, à la fin du 19e, en fait, là pour le coup, c'est quand même intéressant à savoir, c'est que il y a un astronome allemand dont j'ai oublié le nom qui a cru voir des Karl canaux. Lagerfeld. Ah non, merde, Pas pardon, des je confonds. Lagerfeld, non, des canaux sur Mars. C'est-à-dire que au début du XXe siècle, on était sûr et certain qu'il y avait des habitants sur Mars. Donc quand on dit aujourd'hui, on va découvrir de la vie dans l'univers, c'est extraordinaire, c'est une révolution, non. C'est extrêmement récent la pensée qu'il n'y ait pas de vie ailleurs que sur Terre. On était certain d'avoir vu des canaux sur Mars jusqu'au oui, début du XXe siècle. Oui, ça date d'il y a un petit moment, ce mec-là qui a cru voir justement. Mais il la fallait vie. quand même des lunettes astronomiques assez balèzes. Donc Oui, c'était. je veux bien que c'était pas en préhistoire, mais je veux Oui. dire, c'était pas non plus. C'est quoi, 20e, 19e? Non. 19e, Ouais, fin 19e, 19e. ouais, C'était c'est assez ancien à quand partir même. de 1880 à peu près qu'on a pu Mhm. voir vraiment observer les planètes
est à peu près sur leur surface. Et c'est pour ça que H.G. Wells, à la fin du 19e, a écrit l'un des bouquins les plus importants de l'histoire de la science-fiction, un des bouquins fondateurs, qui est justement « Les Martiens viennent sur Terre ». Pourquoi ? Pour nous bouffer. Parce qu'ils sont pas gentils. Parce qu'ils sont pas gentils. Hmm. Ils sont pas gentils du tout. Et ça a quand même un livre qui a traumatisé les gens et qui a fait fantasmer sur le fait qu'au final, les extraterrestres peuvent être radicalement différents des humains et surtout leur veuillent pas forcément du bien, surtout s'ils sont technologiquement plus avancés, qui était d'une des questions qui, au 19e, taraudait énormément les populations et les scientifiques. Et si nous tombions sur quelqu'un de plus évolué que nous, qu'est-ce qui se passerait ? Ou pire que ça, mec. Eh Si oui. on tombait sur la porte des enfers Et sur Mars. Et si on refaisait l'Indochine ? Ah, voilà. Pardon, désolé. Lequel ? Celui qui a fait le plus de mal, le groupe de musique. Pardon. Le film avec Jean-Yann. Oh, Non, je disais. Ah oui, Étienne, oui. si tu nous entends, big up. Arrête d'écouter ça. Non, j'adore Jean-Yann de toute manière. Non, mais c'est surtout pour en revenir. Oui, sur Mars, ça a toujours été un objet à fantasme parce que voilà, il y avait toujours cette histoire, cette idée fantasmée que Mars était habité. Mais c'est surtout en fait. On remarque dans la plupart des films, on va dire, de science-fiction assez récents, que ce soit par exemple Total Recall, Ghost of Mars ou même Doom, Mars tiens. est surtout vu comme une ressource minière. C'est-à-dire il y a beaucoup de matériaux qui peuvent être essentiels pour l'être humain, pour faire des trucs, Mais construire des En baraques. tout cas, c'est la raison de leur présence sur Mars dans ces 3 films que tu viens de citer. Ouais. Tu reviens un peu sur le Cinoche. J'aime beaucoup tes explications scientifiques, mais j'ai mieux compris Doom que tout ça, tu vois. Par exemple. Vraiment. de quoi tu parles ? Je dis, on va parler un peu de Cinoche parce que j'ai mieux compris le film Doom que tes explications scientifiques sur Mars. Mais dans le sens où j'explique vraiment très mal ? Non, dans le sens où Doom est beaucoup plus clair. D'accord. Mais non, toi, t'as rien à voir. Toi, t'es mignon, t'es beau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh. Non, Parce pas. que- Oui. Non, vas-y. Oui, les 3 films, effectivement, c'est la raison de leur présence sur les planètes, vraiment au niveau des ressources. Et vous voulez qu'on s'attarde sur lequel en premier ? Total Recall ? Oui, on va prendre que Total Alors, Recall, hein, parce que je j'aurais- suis sur les autres. J'aurais d'abord parlé des premiers films. Vas-y, oui. Oui, c'est vrai Oui, qu'il y a bravo. d'autres premiers films. Attention, il va sortir les vieux films. Mais j'en Allez, reviens à Doom après. instant Vas-y, y a vieux pas de souci. film. Voilà, instant vieux Antoine film, et les vieux films. instant film muet, instant film que tout le monde a vu, bien sûr. Donc je Ah vais parler à 400 millions de lieues de la Terre, ou le vaisseau du ciel, qui est en fait le premier film de science-fiction, le premier film de voyages spatiaux. Il est danois, il Avant date de Méliès 1917. Du coup, avant Méliès, avant Voyage sur la Lune. Alors, voyage sur la Lune, oui, Méliès, 1901, d'accord, ok. Merci Roland, je me suis trompé. Ah non, mais là, il t'a laté, hein, pardon. Hein, mais... D'accord, bon, vous avez raison, j'arrête tout. Non, n'arrête pas. Continue. Va. Voilà, mon premier long métrage de science-fiction, qui date de 1917, c'est-à-dire qui est sorti en pleine Première Guerre mondiale. Ça a son importance parce que les Danois qui étaient hors du conflit se sont dit, mais à cause de cette guerre mondiale, l'humanité court à sa perte. On va faire exactement l'inverse de H.G. Wells, c'est-à-dire que ce ne sont pas les Martiens guerriers qui vont venir sur la Terre, mais des Terriens avec une volonté de paix qui vont aller découvrir Mars. Et effectivement, quand ils atterrissent sur Mars, ils tombent sur une peuplade extrêmement kitsch. Il faut voir le film qui est sur YouTube. Ils tombent sur une peuplade à forme humaine extrêmement kitsch qui sont véganes et qui interdisent absolument tout acte de violence. Donc c'est New York avant le 21e siècle, quoi. C'est Mars, ça faut le savoir. Et Cette phrase est déjà culte. Continue. Vas-y, continue. Oui. Et du coup, les Martiens leur font comprendre qu'effectivement, la guerre ne sert à rien, il ne mène qu'à la ruine de l'humanité. Et du coup, à la fin du film, bon, je ne spoil vraiment pas grand-chose, hein, le film n'a d'intérêt que par son historicité. Ils peuvent retourner sur Terre et du coup présenter au monde l'intérêt de la paix et l'intérêt justement de ne toucher, de ne faire la guerre à personne. Et ce film a fait des émules, notamment Aelita en 1924 en Russie et Cosmic Planet en 1936 encore en Russie, et d'autres films aussi aux États-Unis, en France, etc. Où d'abord, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, où tous les films récents parlent beaucoup de l'exploration spatiale pour aller récupérer des ressources. Mais au tout début, dans les années 30, à une ère très idéologique, on rencontrait des extraterrestres d'abord pour discuter paix ou discuter guerre, et pas du tout ressources. Oui. Ce n'était pas du tout l'intérêt dans le cinéma ou dans d'aller découvrir, c'était d'abord pour apporter une certaine lumière idéologique. Ça, c'est très important dans l'histoire du cinéma. Tu fais d'abord ton idéologie, après tu viens pour les ressources. Comme dans la prélogie de Star Wars. Peut-être.
Ouais, non, mais j'essaie de trouver du lien, hein, moi. Oui, oui, oui. je- Mais tu as raison. Non, mais Tu as raison. c'est vrai qu'en plus, j'ai parlé bien évidemment le principe de ressources parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on prend l'exemple de Total Recall, on sortait déjà de l'époque reaganienne, ou fin Reagan, c'était vraiment encore à l'époque où on mettait déjà en fait une alerte sur la fin des ressources, notamment fossiles, donc que ce soit le pétrole et compagnie, parce qu'on voyait tellement l'utilisation de ces ressources-là sur la planète posait déjà problème dans les années 80. Et finalement, en fait, ça reste plus un sujet comme un autre, c'est-à-dire que oui, mais c'est pas grave parce que dans le futur, on va trouver des ressources ailleurs. On va pas aller que sur Terre. En fait, Oui, on trouvera des solutions. on trouvait déjà cette idéologie comme quoi on pouvait déjà aller ailleurs, éviter cette décroissance de l'humanité et aller encore plus loin ailleurs. Quitte à partir dans une aliénation totale comme dans Total Recall. Qu'elle soit aussi bien Exactement. mentale que physique. Exactement. Absolument. Exactement. Et d'ailleurs, l'un des autres buts aussi pour représenter un peu dans les films qui se déroulent sur Mars ou qui vont sur Mars, c'est la colonisation de Mars. En fait, se fait aussi avec un espèce de but principal qui est de terraformer en fait la planète afin que l'homme y puisse vivre normalement. Alors c'est ce qui arrive à la fin de Total Recall parce que en fait donc le personnage de Quaid découvre en fait un espèce d'ancien artefact extraterrestre qui permet en fait la libération d'une énorme quantité d'oxygène. énorme quantité d'oxygène pour qui une- permet donc de enfin, créer du une atmosphère, dioxygène. voilà, qui permet de créer donc une atmosphère sur Mars. Sans penser au fait qu'il aurait aussi fallu avoir un bouclier magnétique. Mais bon, c'est autre chose. Ah oui, donc c'est compliqué. Et il y a pas mal C'est aussi Schwarzy, d'autres. mec, il a pas besoin de ça. Voilà, c'est lui le bouclier magnétique. Il y a Et, trop d'oxyde de fer sur la surface pour faire pousser quoi que ce soit. Oui. Bon, bref, passons. Mais passons, parce que c'est vrai qu'il y a aussi d'autres films qui tendent là-dessus sur cette idée-là et qui sont absolument mauvais. Je pense notamment Planète Rouge avec Val Kilmer. Mais il y a également Terraform Grand Mars, qui film. est une adaptation d'un manga fait par Takashi Miike, qui est kitschissime au bout d'un visionnage, en fait, je pense. Pour l'adaptation. Oui, et très rigolote. D'ailleurs, c'est en fait le principe même de l'histoire, c'est en fait ils envoient des cafards sur Mars, en fait, afin de pouvoir un peu développer cette atmosphère-là. Des cafards. Ouais, Mais pourquoi pas, Riche idée. ouais. pourquoi pas. Riche idée. On a bien envoyé un chien, pourquoi pas des cafards? Ça me choque pas. Sauf que les J'avais pensé au sauf que les- rhinocéros. sauf que les Pourquoi pas cafards Prenez ont- trop de place. sauf que les cafards ont évolué, donc du coup ils ont un peu pris une fortune humaine et c'est le bordel. Ah, comme dans Réplique. Ouais. Oh ah non, mais il y a de la référence qui s'enchaîne, les gars, c'est propre là. Exactement. J'aime beaucoup. Mais finalement, c'est surtout le point de vue même en fait de cette planète, c'est-à-dire qu'on veut la transformer. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est une planète hostile et telle que le décrit Ridley Scott, par exemple, dans Seul sur Mars. Ridley Scott dans Solution. Oui, pardon. Pardon, à un moment, j'ai entendu Ghost of Mars et j'ai failli faire un... Pardon. Vas-y. Comparer Carpenter Voilà. avec Ridley Scott. Ouais, ça me faisait un peu mal au cul. Notamment, en Ouais, dans, fait, Seul cette sur idée Mars, d'hostilité et notamment faire face à l'isolement, comme le personnage de Matt Damon. Oui. Bah, bien sûr. Parce que rappelons que sur Mars, l'intérêt de Mars, c'est qu'il fait à peu près en moyenne 60 degrés en dessous de 0, degrés Celsius, bien entendu. Et à certains moments, parfois, il peut faire 0, voire légèrement au-dessus de 0 sur Mars. Je crois qu'on a même trouvé une température qui avoisinait les 20 degrés. Qui pour nous est une belle température printanière tranquillou bilou. Mais en règle générale, il fait en moyenne moins 60 degrés. Et du coup, il faut quand même pouvoir faire travailler sur la géologie même de la planète pour pouvoir la rendre habitable et la rendre humaine, quelque part. Mais apparemment, scientifiquement, il se tenait pas trop mal, celle sur Mars. Hein. C'est une oui, catastrophe scientifique. Putain, il y a les deux avis, quoi. C'est chaud, Mais quoi. je sais, et même Bah, je pourrais... je croyais qu'en fait Ridley Scott était vraiment assez rapproché du côté art fiction en fait. Bah, pour art le coup. fiction, oui, mais en fait, tout ce qu'il veut dire, par exemple, il te montre un problème de pression, parce que, évidemment, pour qu'il y ait une atmosphère vivable, il faut qu'il y ait une pression de 1 bar. Mhm. Du coup, la station spatiale dans laquelle Matt Damon habite est censée être à 1 bar. Et tu sais que l'extérieur est à quasiment 0 bar. Du coup, tu vois une sorte de bâche qui est censée retenir la pression intérieure, la pression extérieure. Et effectivement, il a eu cette idée-là. Mais c'est ridicule parce que c'est comme s'il y avait un petit vent de 30 km/h qui faisait un petit peu vibrer la bâche. Mais la différence entre 0 bar et 1 bar, ta station spatiale explose. Ce n'est pas possible. Ouais, mais c'est parce qu'elle est faite en fer. Là, c'est des bâches en plastique, mec. Grave. Oui, justement, il y a des bâches en plastique avec Matt Damon, ce qui n'est pas possible. Parce que Matt Damon est en plastique. Exactement. L'équipe est censée décoller de Mars pour partir se réfugier parce qu'il y a une tempête de machin 300 km/h. Mais je le redis, il y a 100 fois moins de pression sur Mars que sur Terre. Tes 300 km/h, c'est une petite bise. Ça ne te fait strictement rien. Ce Parce n'est que forcément, il impossible. n'y a pas d'atmosphère, donc forcément Voilà. déjà
forcément, puis les 300 km/h, en fait, comme il n'y a pas de frottement entre particules, Très donc il y a- peu, il y a rien. ça ne fait strictement Voilà. rien. Et c'est pour ça qu'effectivement, ils ont fait un effort. Parce qu'à la base, Seul sur Mars, en fait, est une sorte de livre créé sur Internet par des fondus de science-fiction Mhm. et des scientifiques qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passait scientifiquement si on faisait quelque chose sur Mars? Je n'ai pas lu le livre, c'est peut-être différent, mais il est clair que tous les éléments scientifiques scientifisés dans le film, il n'y en a aucun qui marche. Il ne pourrait pas marcher sur la planète parce que comme il n'y a pas d'érosion due au vent, tout élément est coupant comme du métal. Il ne pourrait pas vivre avec ses panneaux solaires parce que la poussière martienne retomberait et il faudrait qu'il passe 24 heures sur 24 à dépoussiérer ses panneaux solaires. Faudrait les... Voilà, il faudra encore plus d'énergie. Enfin, rien ne fonctionne dans tout ce qu'il présente dans le film, même si on peut remercier l'effort d'avoir essayé de le faire. Mais alors scientifiquement, après, je trouve que le film en tant que narration se tient quand même. Enfin, Mm. on enlève tout le côté scientifique. Après, je trouve ça cool d'avoir fait un huis clos sur une planète en entier. Je trouve ça C'est plutôt rigolo, malade. pourquoi pas? Non, C'est un beau ouais. survival. Ouais, enfin, c'est- c'est un non, mais il y a à survival. avoir une fois, quoi. C'est plutôt un bon survival. Ridley Scott, c'est ce qu'il a fait de mieux depuis des années, quoi. Oui. Bon, bah voilà, je veux dire. Il a fait de moins mauvais depuis des années. Non, mais en tout Oui. cas, il est très divertissant en tant que tel, le film. tu vois. Oui, après, cinématographiquement parlant, il y a des scènes qui se tiennent. Mais disons tout ça pour dire que on a toujours ce fantasme de pouvoir coloniser Mars à partir de techniques humaines, disons, de survivalisme. Hélas, ça ne marche absolument pas comme ça. Mais on peut quand même souligner ce fantasme qui est bien vivant et qui a eu Oui. énormément de succès. Oui, et d'ailleurs, Fait il y a toujours même autant rêver. Il y a même un autre film, un autre grand réalisateur qui s'est attaché là-dessus, c'est Brian De Palma, avec Mission to Mars. Oui. Où là, il allait un petit peu plus loin, mais quand même. Mais en fait, c'est surtout. Ça reste aussi un peu dans le côté art fiction, parce qu'il a bossé avec la NASA, notamment sur la conception des vaisseaux, sur le développement de cette espèce de sphère où le vaisseau est impliqué dessus, parce qu'en fait, c'est une espèce de sphère qui tourne sur elle-même avec une longue fusée. Donc, ils font un voyage de 9 mois, je crois, Oui, de oui, la normal. Terre à Mars. À peu près. Et du coup, arrivé là-bas, un problème de catastrophe. Bref, Tim Robbins meurt, machin. Bon, il y a des trucs qui. Oui, ce qui qui n'est vont pas pas. totalement. D'ailleurs, apparemment, le ça côté marche pas, catastrophe, apparemment, est assez. Je crois qu'en fait, Brian De Palma a fictionnalisé un des éléments qui pourrait être catastrophique, en fait, dans l'histoire. Oui, parce qu'en fait, si le vaisseau explose, c'est parce qu'il y a une micro-météorite qui perce les Voilà. réservoirs C'est ça. et tu vois le liquide s'échapper du réservoir. Alors là, le liquide glace instantanément, ce qui dans la réalité n'arriverait pas parce que le liquide se transformera en gaz. Et du coup, tu vois cette sorte de liquide glacé qui va derrière les propulseurs. Et quand on rallume les propulseurs, bah, ça fait exploser les ergols et propergols Mhm. qui font une grosse explosion. Mais évidemment, dans la réalité, ça n'arriverait pas parce que ça se transformerait en gaz et ça n'aurait aucun incident. Si seulement c'était le plus gros problème du film. ça. Mais si seulement c'était le plus gros problème du film, je suis entièrement Oui, d'accord, il y a oui. d'autres petits problèmes. Oui, parce que finalement, bon, à côté de cela, le côté art fiction, il a rien d'un film métaphysique parce que De Palma choisit la simplicité et le réalisme. Mais son gros problème, c'est sûrement, je pense, comme beaucoup de gens, c'est la fin. Avec cette espèce de didactisme le plus bêta quant à la révélation sur les origines de l'humanité, où le personnage de Gary Sinise finalement est envoyé dans l'espace après. Oui, parce là, que on est sur le plus gros problème du film. Voilà. Mais c'est là où c'est quand même assez intéressant de voir que métaphoriquement, aller sur Mars, donc s'éloigner de notre berceau, c'est C'est y revenir en fait. y revenir et de Mhm. savoir Ah bah d'où c'est nous pour, venons. oui, mais c'est pour repartir à zéro de toute façon. Mais Oui, il y a c'est- cette idée-là aussi, oui. Mais parce que comme dans cette émission, on va expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a fait des films qui se passent dans l'exploration spatiale, c'est que la quasi-totalité du temps, c'est pour expliquer qui nous sommes Bah en en fait. fait voilà, c'est On pour part revenir. pour mieux revenir. Qu'est-ce l'humanité? Qui est véritablement Dieu, comme on pourrait l'expliquer dans certains autres films, qui sont finalement des astres. Non. Des désastres. tu veux Après, dire. on peut revenir. Ouais, au pire. Du coup, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, mais on peut revenir sur Aniara aussi, du coup, pour le coup. Exactement. Où le but vraiment d'aller sur Mars. Et il y a cette réplique dans le film, puisque tous les gens, pour Quel film Aniara, qui était à Aniara, Gérard film May. qu'on Ah a oui, vu le au film que Festival vous de avez vu à Gérardmer. Gérardmer. Où les gens, c'est l'idée que la planète, on ne la voit pas, mais du coup n'est plus viable et que les gens doivent se déplacer, toute l'humanité. On la Donc, voit quand même, la Terre. Hein. Elle est brune, elle est dégueulasse. Oui, on la voit un peu, mais mm. voilà, ça n'insiste pas. C'est vraiment le contexte là. La Terre n'est plus habitable et une partie de l'humanité, enfin même toute, doit se déplacer vers Mars dans un vaisseau. Et du coup, tu as l'idée qu'enfin l'humanité a une solution, sauf qu'il y a cette réplique dans le film tout à fait juste qui dit mais vous pensez que c'est le paradis Mars, vous pensez que une fois que vous arriverez là-bas, tous les problèmes seront réglés. Non, c'est juste invivable et vous pourrez y vivre, il n'y a pas de souci, mais ça va être l'enfer quoi là-bas. Et effectivement, quoi, ce n'est pas une solution. Toujours en ramenant effectivement la question de qu'est-ce qu'on est
l'homme, l'humanité en tant que telle, et l'humanité sur la planète Terre de base, de là où on est. Pourquoi c'est important de se considérer là d'où on vient, sur cette planète, et pourquoi c'est important qu'on y reste encore. Oui, que c'est pas juste que la Terre n'est pas juste un berceau. Oui. Déjà. Que si les gars, vous comptez aller habiter sur une planète qui a moins d'un tiers de la gravité, vous crèverez très vite. Oui. Ça se passera pas dans vos générations, quoi, déjà. Là, et de toute façon, ça se passera pas dans nos générations. Peut-être dans 1 million d'années, quoi. Oh, plus même, tu vois. Je pense que l'être humain sera très loin. Dans 1 million d'années, pour le coup, la génétique aura fait beaucoup de travail dans 1 million d'années. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser aussi à la série animée qu'ils ont fait sur Godzilla Netflix, où ils ont sorti 3 films, où en fait, c'est en gros Godzilla, il arrive, il pète la gueule à tout le monde sur la Terre, donc les humains se barrent. Et ils mettent 1000 ans à chercher une planète, ils en trouvent pas de vivable. Du coup, ils disent bon, on va faire demi-tour, on va lui péter la gueule. Et c'est vraiment ça, hein, le scénario. Ils étaient dans le 9-3 de la galaxie. Et... Putain, y a rien ici. Il y a que des parkings au champ. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah non, mais je peux pas rebondir là-dessus. Non, parce qu'il y a des Auchan dans certains recoins de la galaxie. Ouais, bah tu crois que la galaxie Carrefour elle est quelque part. Bon bref, on va s'arrêter là-dessus, on va faire une petite pause BO, on va revenir après sur les autres films qui se déroulent dans le système solaire, notamment qui prennent en bon exemple le Soleil, et bien évidemment, petit extrait donc de Sunshine, le film de Danny Boyle, un morceau de John Murphy. Only dream I ever have. The stars to the sun. Every time I shut my eyes, it's always the same.
Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Sunshine, excellent film de Danny Boyle. On verra. dont Antoine va nous en parler. dont Antoine veut nous en parler. Non, il l'a pas vu. Non, je l'ai pas vu. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que je sais pas ce qu'il aurait dit après. Non, pour le coup, moi, c'est peut-être bien mon film préféré de Danny Boyle. Je pense que c'est même mon film préféré de Danny Boyle. C'est un film qui revient donc comme quoi le soleil est en train de mourir. Donc en fait, il y a une mission de secours qui vient pour relancer en fait l'activité du soleil et pour pas éviter que la Terre crève. Je sais que Antoine est en train déjà de rigoler. Mais oui, c'est comme quand on me dit qu'il y a des films avec des villes qui roulent, quoi. Des quoi? Des villes qui Putain, roulent, il reparle de Mortal Engines. comme dans Mortal Engine. Enfin, pour Mais moi, non, c'est le même non, niveau de... non, Eh les gars, faut qu'on aille non. faire du bordel sur le soleil, on va trouver une super excuse. Et s'il y avait plus d'interaction nucléaire sur le soleil, qu'il faudrait lancer des bombes atomiques dessus? Bah non. On peut couper les caméras que je lui défonce sa gueule rapidement là, s'il vous Ouais, plaît. Mais non, ouais. mais scientifique, autant qu'ils trouvent pas d'excuses Mais non, mais scientifiques. Non, mais alors le film, le oui, film je comprends. pour le coup, en fait, scientifiquement, je pense qu'il s'en fout royalement, Danny Boyle, et heureusement. Alors qu'ils mettent rien, qu'ils disent rien, qu'ils y aillent tout court. Mais on verra, peut-être que j'aimerais bien le film. Mais simplement, ce que vous m'en dites, c'est vrai que ça donne pas très envie. Je commence à trier les films de science-fiction Bah, vas-y, comme ça, Seb, mec. Je te laisse Bah. t'en parler un petit peu de Sunshine. Et... Bah, t'as déjà dit pas mal de choses Ouais, mais on l'a sur dit en off. l'histoire déjà. Oui, On l'a dit en off. Oui, Oui, ça va, faut le alors redire Qu'est-ce maintenant. que j'ai dit en off, à part insulter Antoine Non, c'est un film hyper malin qui emprunte autant à la science-fiction en Mhm. huis clos dès le départ et qui va rapidement partir vers du survivaliste horreur par une avancée de l'histoire que je dévoilerai pas parce que c'est quand même assez dommage. Et qui finit de manière complètement, comme tu l'as si bien dit, ésotérique et très métaphysique en fait, sublimée par la musique de John Murphy qu'on a entendu juste avant, qui sait très bien mettre en avant les films de Danny Boyle, Oui, quand oui. même. hein, Le on va grand pas frère se- de Eddie. Non mais, tu vois, à quel moment tu veux qu'on écoute ce que tu dis après sur les films de science-fiction Je veux dire, Personne t'oblige. en fait, tu n'as pas besoin de nous pour te discréditer. Non, c'est ça qui est très parce bien. qu'on pourrait dire des trucs encore plus méchants pour qu'ils s'énervent un peu, genre Ingrid Bergman, tu vois, c'est une grosse merde, ou je sais pas, ça pourrait le sortir un peu, non? Ça n'engage En que fait, toi. non, Ah, alors c'est vrai que Sunshine, je trouve qu'il va 10 fois plus loin qu'un cri et chuchotement, tu vois. Ça, c'est vraiment un œuf. que tu veux. On Et est qu'on a encore- des vrais plans de l'espace, contrairement à Kubrick, Alors, qui a fait prochaine quand il est des émission, boîtes. Tu vois. C'est Prochaine vrai, émission, c'est vrai, il y aura c'est un vrai. octogone devant la place des micros et ce sera parti. Il y aura un match en cage. Non, mais c'est vrai que pour revenir sur Sunshine, c'est vrai qu'il y a très peu de films qui reviennent sur le soleil, Oui, qui se qui concentre mettent sur en le avant soleil en tant l'astre que du tel. soleil en Oui. tant que tel. Et en fait, cette vision en fait de Sunshine montre aussi à la fois sur certains plans en fait du film où le soleil, l'astre, qui risque de les tuer à chaque instant, est en fait doté d'une attirance irrésistible en fait pour beaucoup de personnages, Mm. notamment le personnage du psychologue. Alors, de par le fait aussi de l'absence de soleil sur la Terre, du coup, Oui. ou pratiquement absence, Bah oui. puisque c'est le plot de base, mais aussi, ouais, vraiment la sensation de s'approcher du soleil comme divinité, quoi, aussi. Vraiment, Ça, où c'est ils une sont- bonne idée. Merci. Enfin, merci pour Oui. lui. Et comme, Et en fait- comme on parlait des thématiques précédentes, ça s'interroge aussi sur les origines de l'humanité, abordées de façon contrastée, tout d'abord de manière scientifique, puis pour un aspect plus spirituel et religieux, parce que finalement, le soleil, finalement, c'est notre Dieu à nous. Qui est Ça, plus c'est ou moins vrai. expliqué dans le Danny Boyle. Hein. D'ailleurs, le psychiatre, il y a un aspect très de vénération absolue sur cet astre, en fait. Et notamment, donc, c'est pour ça que, malheureusement, je vais te spoiler un petit peu, mais c'est vrai que dans la mission de secours du premier vaisseau, voilà, la mission de secours du premier vaisseau, donc où il y a finalement qu'un seul survivant, qui part dans un trip ésotérique complètement total, où pour lui en fait Dieu a voulu la fin de l'humanité, Dieu a Mhm. voulu l'apocalypse, parce qu'en fait il devient complètement, il devient le complètement prophète, le en fait, prophète, finalement, de ce dieu-là. voilà, de ce Dieu-là, finalement, d'un Dieu avec une croix, on va dire ça comme ça, hein, parce que finalement Complètement. c'est un JC qui est derrière lui, quoi. Et ce qui est ultra perturbant, c'est que le discours qu'il tient par rapport à ça est tout à fait pertinent, en fait, Aussi, quand tu y ouais. réfléchis. C'est qu'il faut accepter la fin de l'humanité quand elle arrive, en fait. Voilà. Ce qui induit le film dès le début, en fait. Et Mais on c'est vraiment ce rapport entre l'homme et le dieu, en fait, Ouais. dont te parle Et Sunshine. surtout le rapport aussi entre l'homme qui a tué Dieu, l'homme qui veut créer sa nouvelle religion avec la science et qui se retrouve face avec
le christianisme derrière tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Et même l'idée que justement, il faille vraiment le bombarder le soleil pour pouvoir le réactiver. Ouais, il y a tout de suite une dichotomie entre la violence, le rapport au divin. Enfin voilà, beaucoup de thèmes exploités. Exact. De toute façon, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront Oui, déjà oui. vu, Sunshine, mais... Tu peux voilà. remettre le micro si tu veux. C'est bien. Et Ah, que ça aurait la été dommage, je mort, pense pas que vraiment, de C'est Cillian surtout ça. Murphy. On me le Ouais. spoil en tout Non, cas. c'est Bah, je suis surtout le ça seul que qui n'a pas j'ai été surtout spoilé. envie du coup. de revenir sur Sunshine en dernier mot. C'est vraiment qu'en fait, dans l'histoire, finalement, ce que je pense en termes de représentation, c'est que l'homme en fait arrive au stade ultime de son approvisionnement de la nature, puis l'homme en vient à s'en prendre pour Dieu, voire le surpasser en le faisant renaître. Ici, le soleil, du coup. Ici, le soleil, absolument. Voilà, tout simplement. Hmm. Voilà, j'en dis pas plus. Comme ça, je te laisse un petit peu Non, de mais surprise c'est bien, pour le je film. verrai. Il y a l'air d'avoir des éléments intéressants. Oui, oui, très très intéressant. Un film qui se déroule d'ailleurs en partie sur le système solaire, mais après se termine, je ne sais plus où. On va parler forcément du cas, peut-être l'un des plus grands films de science-fiction de l'histoire du cinéma. Je parle bien évidemment de 2000 Star ans. Wars épisode 8. Oh Oui. putain, merde. Oh, Ah Seb Je suis désolé. J'allais dire la revanche des sites. La revanche des... Pardon. On la... Non, Ça me je va parlais aussi. bien évidemment donc de 2001, l'Odyssée de l'espace, donc le chef-d'œuvre de Kubrick, Ah, enfin, celui-là, l'un oui. des chefs-d'œuvre de Kubrick. Oui, oui, le plus grand Film- film de l'histoire du cinéma. tu peux Film le à la dire. fois art science-fiction, œuvre métaphysique et psychédélique. Bah, si, il disait non, non. Bah, Pardon si, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Si, oui. un des plus grands films. Le plus grand Et film. on va pas partir sur le débat en fait. On n'est pas là pour ça. Non, mais tout ça pour dire que ce film, enfin que la science-fiction permet d'aller dans des recoins de l'esprit du cinéma qui n'a strictement jamais été fait avant et qui permet Exactement. de déployer des moyens métaphysiques et humains et techniques extraordinaires. Et même dans la forme. Et surtout dans la forme. Dans la Ah, forme du film. Surtout en fait. la forme du film, la forme, les décors et tout ce qui s'ensuit derrière. Le Bah, mec qui d'ailleurs- arrive à utiliser l'espace pour te retourner justement le principe de droite, gauche, au bas dans le cinéma, ce qui est Oui. extraordinaire. Mmh. Bah, surtout Oui. avec la fameuse règle des 180 degrés. Là, il Oui. n'y en a pas, il n'y a pas besoin, parce qu'on Pas n'est pas besoin. sur un astre, on n'est pas sur la Terre. Exactement, t'es dans l'espace. Et surtout ça, voilà, la force aussi de Kubrick, c'est en plus avec le traitement des décors, avec le traitement des effets visuels. D'ailleurs, il avait laissé carte blanche à Douglas Turnbull pour tout le projet, ce qui est plutôt pour le coup très réussi. Ce qui est surprenant d'ailleurs de la part de Kubrick qui a toujours un peu une part de vouloir tout contrôler, là avait quand même laissé je pense une très très grande liberté par rapport à d'autres techniciens qui n'ont pas pu avoir ce genre de technique là, notamment sur Barry Lyndon ou d'autres films. Là c'est vrai que faut quand même voir que les plans vers la fin où il est en train de passer des portes interstellaires ont été faits simplement en filmant des sauts. Des seaux avec de la peinture dedans. Quoi. Et quand tu vois ça, tu te dis mais c'est pas possible, c'est extraordinaire, c'est mieux que les ordinateurs, tout simplement. Ah bah ça te demande une inventivité, parce qu'on va pas se mentir, hein, aucun cinéaste n'a été dans l'espace pour l'instant. Très peu. Alors, il y a des non mais sans la blague quoi, tu Oui, vois. oui. À pourtant, part les il y a- rapports de la NASA, de ce qu'on peut voir, comment vraiment tu filmes une histoire durant tout un film en fait Mais dans aucun l'espace. humain n'est allé dans l'espace. ce qui était C'est bien d'ailleurs Mais il n'y a ce qui pas était- d'espace. Est-ce que tu crois encore qu'il y a de l'espace? c'est un plafond de verre qu'on a sur notre gueule, hein, c'est tout. Hein. C'est une véranda. Non, mais c'est vrai que la Le force de dôme. 2001, c'est de confronter en fait notre civilisation à une autre en préservant en fait le mystère de cette rencontre, notamment avec le côté le côté du monolithe forcément, parce que c'est toujours cette omniprésence du monolithe sur les 4 actes, parce que c'est une structure du film en 4 parties, 4 apparitions du monolithe, donc sur la Terre avec l'époque des singes, la Lune, Jupiter et l'appartement de, on va dire, la naissance du surhomme, donc c'est-à-dire quand le personnage principal va redevenir un fœtus et va donc renaître dans l'espace. Confronté à sa chambre originelle, donc La à chambre l'histoire, d'après, voilà, parce que c'est le seul endroit où tu as des tableaux et des objets qui représentent le passé, donc l'homme confronté à son à son propre passé, qui est son berceau, son lit, etc. pour Il va pouvoir aller vers le renaître. futur. Pour pouvoir renaître dans un autre futur. Voilà. Et c'est Exactement. vraiment un film sur là pour le coup, si on parle de la place de l'homme dans l'espace, l'univers, pour le coup là voilà, on a la référence Et absolue. pour paraphraser DB, et à la fin, il naît. Tu ne t'en souviens pas? Non, il Si. avait sorti ça une fois, on avait beaucoup rigolé. Pas vous spoiler 2001, mais à la fin, il naît. Voilà. Bah oui, non, C'est formidable. C'est un film qui se termine sur une naissance. Mais surtout, en fait, les 4 héros qui sont balancés sur les 4 structures, que ce soit les singes, le savant, l'ordinateur, parce qu'il ne faut pas oublier L9000 qui est sur Jupiter, donc c'est le personnage principal de cet acte-là, et finalement le héros qui devient le fœtus à la fin. On retrouve surtout les mêmes leitmotivs en fait, de ces 4 actes, donc c'est-à-dire la nourriture, les soins corporels et le conflit.
Exactement. Tout ce qu'il faut à l'humanité. Voilà. Enfin, les besoins primaires, quoi. Les besoins primaires de L'intelligence l'humanité. confrontée à ses besoins primaires. Et surtout en termes de conflit, parce qu'on peut le revoir aussi dans d'autres films de science-fiction qui se déroulent dans le système solaire. Alors j'ai pris un simple exemple que je trouve en fait assez pertinent, mais qui n'est pas un film, qui est une série télé qui s'appelle The Expanse, qui est donc une série télé qui se déroule dans notre futur, où en fait Mars a été colonisé, enfin plus ou moins colonisé. Il y a pas encore, elle peut pas être terraformée. C'est un gros souci parce qu'en fait ils sont en conflit avec la Terre. Pour l'histoire, en fait, c'est un point de vue intéressant sur le système solaire parce qu'il est présenté comme une espèce de métaphore économique et géopolitique où les prolétaires se retrouvent totalement à l'écart, en fait, au niveau de la ceinture d'astéroïdes pour les ressources minières, avec les astéroïdes forcément, et alors que la nouvelle superpuissance Mars lorde sur les avantages économiques de la vieille Terre. En fait, on retrouve cette idée de conflit qui peut amener en fait à une espèce de nouvelle génération qu'on peut voir entre une nouvelle URSS ou un nouveau États-Unis. En fait, c'est à peu près la même situation qu'on retrouve dans certains de ces sujets, qui est très intéressant. Surtout que ça montre aussi à quel point en fait l'humanité est toujours vouée à rentrer en conflit. Oui. On 3, on l'a pas vu, mais oui. Mais À voilà, refaire, non, ouais, c'était refaire les mêmes juste erreurs, une petite parenthèse là-dessus, quoi. Un film, bon, on va pas parler de ses qualités intrinsèques, mais qui parle un petit peu comme 2001, justement, de la découverte de l'autre et aller au-delà du système solaire, prendre contact avec les extraterrestres. On a Contact à la fin des années 90. Ah, de Zemeckis. De Zemeckis qui essaye aussi de se dire, bon, bah maintenant on a reçu un contact d'extraterrestres, on va essayer d'aller les contacter, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer. Et là aussi, il y a énormément de conflits religieux, notamment, de penser, est-ce qu'on doit aller les contacter? Est-ce qu'il est bien pour l'humanité? Est-ce que c'est le but de l'humanité d'aller contacter les autres, surtout etc. Contact, en fait, avec cette fin où en fait elle arrive à entrer en contact, en fait, qui reprend les souvenirs d'elle-même pour rentrer en contact avec elle. Donc notamment, je crois que ça prend les traits de son père, je crois, dans l'histoire. Oui, c'est son père. Et elle passe par une introspection, justement. Voilà, elle passe par une introspection totale. Donc c'est en fait, je pense, de la part de Zemeckis aussi une référence à forcément Solaris de ce bon vieux de ce bon vieux Andrei Tarkovsky, voilà, grand cinéaste de tous les temps. Voilà. Et d'ailleurs on fera une avec Kurosawa, t'inquiète pas. D'ailleurs on va parler on va parler donc de Solaris juste après, mais on va faire une petite pause bio. Le Danube bleu, forcément, 2001 Odyssée de l'espace en entier. Non, quand même pas.
ta-da, ta-da, Mais- pa-pa-da. Ah bah ouais. Dans le film, à la fin du générique, ça continue encore et encore pour mettre tout le morceau. C'est beau, c'est très beau. C'est Kubrick, c'est c'est un parce gros que- fan de musique classique et ça se Oh oui. voit dans ses films. Un et tout petit peu. je trouve que ça marche excellemment bien. C'est surtout ça en fait. La Ah force de oui. Kubrick. Oui, bah C'est oui. le- Il la- danse de magnifier vaisseaux la- spatiaux sur du classique. oui, Magnifier voilà, la musique révolution. classique à travers ses films et dans différents de ses films parce que finalement quand on reprend par exemple Sarah Band dans Barry Lyndon aussi pareil il y a un côté très un gros leitmotiv dans l'histoire. Les musiques classiques sont indissociables des films maintenant, c'est assez incroyable. Dès que tu entends le Danube bleu, tu penses à 2001 maintenant. Oui. Oui, Pas le choix. exactement. Et Sarah Band, les mecs, je pense, de plus en plus, on te dire ah, musique de Barry Lyndon. Tu Bah vois. oui. C'est vrai. Alors que pourtant, Alfred Hitchcock en avait fait un film dans les années 30. Mais... Ouais, mais ce qu'on Il est retient, moins resté connu. ce qu'on retient plus d'Alfred Hitchcock, c'est aussi avec la musique de Bernard Herrmann. Ouais. C'est Oui. surtout ça. Absolument. En fait, c'est peut-être même le premier gros duo de on va dire, compositeurs, réalisateurs que l'on retient plus à travers l'histoire du cinéma. Voilà. C'est vrai. Petite parenthèse terminée, donc on va continuer notre cycle sur la conquête spatiale et on va donc terminer sur après Mars, après le système solaire, on va forcément parler de l'au-delà. Et Enfin, l'infini et l'au-delà, voilà. Donc Et l'espace, un lieu vide et plein de mystères, comme le représente aussi très bien Solaris, où les souvenirs deviennent réalité. Absolument. Chef-d'œuvre. Voilà, Tchaïkovski. Non, c'est non, je rigole. Tchaïkovski, Tarkovsky. Voilà. Non, Ah, un il l'a retenu. scientifique qui est chargé d'aller porter secours à des scientifiques dans une station spatiale. Qui sont en train d'étudier en fait la Ils étaient- planète Solaris. En fait, ils étudient la planète Solaris, le soleil, l'étoile Solaris, qui est en fait, on se rend compte petit à petit que cette planète est vivante et en fait, elle rend réel les rêves et les regrets des personnages qui sont dans la station spatiale. Et du coup, le héros s'en rend compte et l'image de sa femme morte revient à son esprit et il revoit. Enfin, sa femme réapparaît en vrai Elle devant lui. réapparaît, Et du coup, est-ce il la qu'il- touche et elle est vivante. Elle enfin, est voilà. vivante, elle est là, elle est devant lui. Alors lui, plein de regrets par rapport à sa mort, se pose plein de questions sur Tu parles de tout le film ou de ce que tu as vu entre les siestes que tu faisais devant de tout le film. D'accord. Ce n'est pas le Oh, il film est le plus d'une passionnant de violence. Tarkovsky, mais effectivement, il est assez célèbre pour la lenteur de ses scènes, aussi égale que leur magnificence. Mhm. Je les Mais considère pas mauvais, je dis que c'est pas un mal et que c'est normal de dormir devant un Tarkovsky à un moment. t'as vu un seul Tarkovsky et le mec était en PLS devant. Chut, laisse-moi troller comme je veux, bordel. Mais il y a eu... Toi-même, t'acceptais dormir devant un Tarkovsky. c'est vrai que j'ai dormi 2 fois devant le sacrifice avant de le voir pour de vrai une 3e fois. Ouais, donc tu l'as vu officiellement qu'une seule fois. Non, je l'ai revu 3-4 fois après, t'inquiète pas. Je me suis plus jamais rendormi devant. Non, effectivement, Tarkovsky, c'est tellement métaphysique qu'il faut, faut être bien oui, posé avant. hein. On est vraiment encore dans le côté métaphysique. Pareil, on avait parlé du sujet comme quoi ça revient toujours sur le questionnement de l'humanité. C'est exactement la même chose. Et Tarkovsky était tout désigné, parce que c'était considéré comme un auteur, réalisateur très Oui. intellectuel, etc. Et Extrêmement l'URSS, intellectuel. extrêmement intellectuel. Extrêmement Et à cette intellectuel. époque, l'URSS avait besoin de contrecarrer 2001. Le 2001, le film capitaliste qui a eu beaucoup de succès sur l'espace. Et les Russes se sont dit, il faut qu'on fasse la même chose, on peut pas laisser la palme aux Américains. Du coup, ils ont demandé à Tarkovsky de faire Solaris. Bon, avec la censure à la russe, qui évidemment, de toute façon, qui met de toute Ah, façon tout en l'air. Surtout que ça parlait un peu de suicide, donc dans l'histoire tout c'est un peu petit peu. compliqué. Mais en parlant de suicide, Interstellar, non je rigole. C'est vrai que Ouais, c'est bon, on en dans a parlé, l'au-delà, en c'est fait, cool, on parfait. parlait aussi également le principe des trous de verre, des trous noirs, donc notamment il y a Oui. eu un film Trou Noir qui est sorti à la fin des années 80 là-dessus. Mais il y a également eu d'autres films qui sont revenus plus récemment sur ce sujet-là, notamment par exemple Interstellar, donc de Christopher Nolan, ou Le Voyage dans l'espace pour aller plus vite. Allez hop, un trou noir et c'est parti. On part totalement dans le bullshit de l'espace-temps et ça Oui. marche. Bah, c'est un film qui s'est fait connaître parce qu'il se disait scientifiquement correct, Absolument mais pas. ce n'est absolument pas correct. Même la représentation, oui, on va mettre de la lumière pour bien voir le trou noir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de lumière autour d'un trou noir. si vous vous approchez suffisamment pour qu'il y ait une différence de 10 minutes, 20 ans quelque part, c'est que vous êtes déjà dans le trou noir, il est impossible d'en sortir. Et que si vous voulez voir un quelconque bouleversement dans l'espace-temps, ce sera peut-être de façon très éloignée pendant une seconde. C'est un peu le principal défaut d'Interstellar, c'est de se vouloir beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Il se serait cantonné au simple divertissement spatial, je pense qu'on l'aurait beaucoup plus apprécié. Ce n'est pas
faux. Mais là, je pense que c'est surtout un film très, très paresseux en fait. C'est très paresseux dans l'écriture, que ce soit de Christopher et de son frangin en fait derrière. dans l'écriture, Jonathan c'est Nolan. c'est très paresseux. Après, dans la réal, je peux pas tout lui reprocher. Ah non, plus, non, non, Interstellar, la réal, tu j'ai vois, rien à et, redire sur La réal, Nolan. ça va, oui, oui. En plus, il a fait son film en 35 mm, il y a un grain Ouais, particulier, les effets spéciaux sont pas totalement numériques, il y a aussi beaucoup d'effets spéciaux. il y a une volonté de filmer assez- l'espace qui est ouais. un peu anti-spectaculaire aussi, Voilà quoi, aussi. qu'on peut pas lui reprocher. Voilà. Mais c'est toujours le problème de tous les Nolan, en Puis fait. bon, il y a le Kinder Surprise. Matt Damon Matt Damon. Matt Damon Le meilleur Kinder Surprise du cinéma d'ailleurs, ou pas. Mais c'est vrai que dans d'autres styles, par exemple très hollywoodien, il y a eu Perdu dans l'espace, un film très extrêmement pourri avec Matt Leblanc, vraiment la SF pour les nuls. On a eu aussi Stargate les avec enfants. sa vision grandiloquente qui va même balancer jusqu'à faire on va t'apprendre on va t'apprendre en quelques secondes le colonialisme avec une barre de sneakers. Là, Roland Emmerich, quoi. tu Voilà, vois, Roland Emmerich. Mais sinon, et surtout en fait, on retrouve en fait ce côté très conflit dans beaucoup d'autres films, cette vision guerrière de la conquête spatiale, donc qui n'est pas seulement donc idéologique, mais Bah, vraiment c'est créer la guerre. L'être humain comme- face à lui-même. L'être Si on humain rencontre face à quelqu'un lui-même. d'intelligent, est-ce qu'on rencontrerait pas une force plus destructrice L'être encore humain que face nous à lui-même ou à une représentation contre nous-mêmes. Oui. Par exemple, si on reprend l'exemple de Dune, en fait, c'est vraiment une guerre sur la conquête vue comme un but de posséder les ressources les plus précieuses, donc notamment l'épice, L'épice qui permet de faire des voyages dans l'espace extrêmement Voilà. rapides. qui donne en fait longévité et pouvoir. Donc c'est la guerre des clans entre les Atreides et les Harkonnen. On a également un autre exemple sur les conquêtes spatiales et les visions guerrières. C'est peut-être le meilleur exemple possible parce que ça reprend beaucoup sur l'étymologie que l'on a connue durant la Seconde Guerre mondiale. C'est Starship Troopers de Paul Verhoeven qui, pour dénoncer le militarisme, autant le représenter jusqu'au bout. Oui, oui, Et force c'est le, la force le militarisme pour Et mieux le force- dénoncer. Voilà, c'est le Tu n'avais principe pas même. compris les critiques de l'époque. Non, pas du tout. Non, mais parce que ce qui est très malin de Verhoeven, c'est de pas foutre des extraterrestres humanoïdes, mais vraiment des saletés, quoi. C'est Ouais. vraiment des insectes, des saletés, quoi. Tu les vois, effectivement, la première chose que tu te dis, mais défoncez-les, ces Oui, extraterrestres, qui sont bordel. appelés des arachnides, hein. Des Évidemment, en arachnides. référence aux araignées qui sont les formes d'arthropodes qui font le plus peur aux humains. Le plus C'est peur ça. aux humains, tu vois. Et vraiment, c'est très, très malin de sa part, puisque il te retourne le cerveau après, Et tes surtout- codes moraux juste Et après. surtout, quoi. en fait, cette vision en fait, de travailler entre le premier degré et le second degré, parce que le premier degré essaye de montrer que le film tire sur son efficacité dramatique, mais le second degré est incontestable sur l'effet de la propagande, notamment le fameux « voulez-vous en savoir plus ?» pour montrer en fait le côté très... It's afraid, pour why vraiment critiquer le côté très guerrier dans le recrutement de l'armée, en fait. Et que la place de l'homme, s'il y a une guerre spatiale, ne sera pas forcément la bonne. Voilà. En tout Ce qu'il cas, faut pas le celle du rappeler, c'est gentil, que ce film est Ils sont sorti en capables de détruire des 99. paradis comme Il a- Zegema Beach. Oui, il est comme sorti la en Terre. sorti en 98, je crois, plus en 97, 98. je 97, ouais. Sorti en Oui, 97, donc 97. il a été produit en 96. Donc en fait, c'est seulement à peine 5 ans après la première guerre en Irak. Exactement. Voilà, donc il 5 faut ans toujours seulement, quand même ouais. le rappeler Ah bah là-dessus. oui, quoi. oui, oui, bien sûr. Ah bah Le oui. livre est des années 80, je crois. Et date des années 80, mais Verhoeven il s'en foutait. Hein. Il Oui. voulait faire un film vraiment rapport à l'actualité. Oui, le livre et le film ont beaucoup de divergences, je crois. Extrêmement divergence parce que finalement il recense plus sur l'évolution du personnage principal, donc Rico, et Verhoeven va plus prendre un acteur qui est facilement malléable pour faire autre chose derrière à côté. Donc voilà. Mais tu as pas mal d'autres films. Enfin, je voulais vaguement revenir Oui. sur Dune comme quelque part exploration spatiale ultime où justement quasiment toute la galaxie ou tout l'univers est peuplé par les humains. Et justement à ce moment-là dans Dune, enfin surtout dans les livres où ils te disent maintenant que peut faire l'humanité sinon encore une fois se battre pour les dernières ressources et le pouvoir. Et donc refaire exactement la même chose qu'avant de partir de la Terre, se battre pour les dernières ressources et le pouvoir Et le ultime. Et donc au final, la conquête spatiale, est-ce que c'est pas simplement repousser les limites de l'homme dans tous les sens du terme? Bah là, ouais, ça, on va en avoir de plus en plus de films de science-fiction sur ce sujet-là. Surtout qu'en plus il Absolument. va y avoir le nouveau Dune de Le nouveau Denis Dune de Villeneuve qui Denis va donc Villeneuve. sortir en septembre 2020. Exactement. On termine donc là-dessus. La semaine prochaine, ce sera le 27 février. Le 27 février, donc on reviendra sur la revue critique des films sortis ce mois-ci. Il y aura pas mal de films, je pense, pour le coup. Je sais que Il y a eu de très belles sorties ce mois-ci. Oui, il y a eu de très très bonnes sorties, notamment à la fin du mois. Donc on va s'arrêter là-dessus avec un morceau de Basil Poldoris, un morceau de Starship Troopers. On revient donc la semaine prochaine. Salut Seb. Ciao. Salut Antoine. Salut! Salut Thomas la régie. Et à la semaine pro.